Je suis content d'être là. J'espère que vous m'entendez. Ma voix est encore plus éraillée que d'habitude à cause de l'hiver et autres frimas. Donc je vais vous parler de chaleur et désordre parce que je voulais mettre physique statistique et Madame Mariotto m'a dit non, surtout pas. Personne ne va venir, les gens vont fuir. Donc en fait, chaleur et désordre, il faut l'interpréter comme énergie et entropie. Ça aurait été ça le titre véritable. Donc je vais commencer par vous parler un peu de ces concepts. Ensuite, je vous parlerai de ce qu'on appelle l'équilibre en physique statistique. Tout ça de manière pas trop technique, j'espère. Et je terminerai par des problèmes un peu ouverts, des problèmes aux frontières qu'on ne sait pas vraiment résoudre. Donc commençons déjà par ce que c'est que l'énergie. Je pense que tout le monde est assez familier. Et la thermodynamique. L'énergie, vous savez qu'on peut la convertir d'une forme à une autre, d'une forme chimique à une forme électrique, de la forme électrique à de la chaleur, de l'énergie hydroélectrique, disons, potentielle d'un barrage en électricité, et ainsi de suite. Et cette science des conversions d'énergie, c'est ce qu'on appelle la thermodynamique. Donc quand on convertit l'énergie d'un type à l'autre, il faut faire attention à bien identifier les différentes énergies en jeu. Et ensuite, c'est un peu comme quand on va à la banque, quand on convertit des euros en dollars ou autre chose, malheureusement, ce n'est pas exact. La banque ou la boîte où vous faites votre conversion prend toujours un petit peu d'argent en plus, quelques euros, mais quand il y a beaucoup de gens qui viennent convertir tous les jours, ça leur fait pas mal d'argent. Donc il y a aussi une compensation qui apparaît quand on convertit de l'énergie d'une forme à une autre. Et cette notion de compensation, elle existe en physique et elle porte le nom d'entropie. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu ça au début pour commencer. Alors, prenons un exemple très simple. Vous savez sans doute quel est à peu près le record du monde de saut à la perche. Voilà, c'est autour de 6 mètres. En fait, l'idée, c'est qu'on ne pourra jamais faire beaucoup mieux que 6 mètres. Je crois que jamais aucun perchiste, même avec une perche ultra hydrodynamique ou ce que vous voulez, en matériaux composites très compliqués, n'arrivera jamais à sauter à 10 mètres de haut. Et si vous ne sautez que 4 mètres, c'est vraiment assez mauvais. Alors, l'idée, c'est que ce 6 mètres de haut, il est contraint par autre chose en physique. Alors, est-ce que, on fait un peu des allers et des retours, est-ce que vous avez une idée pourquoi 6 mètres et pas 10 mètres, pas 15 mètres? Sur la Terre, sur la Lune, c'est plus. Mais enfin, avant qu'on fasse des Jeux Olympiques sur la Lune. Pourquoi 6 mètres? Alors, le 6 mètres est en fait lié à la vitesse de course. Usain Bolt, il fait à peu près 100 mètres en 10 secondes, donc du 10 mètres secondes. Et la perche, c'est juste un moyen de convertir de l'énergie cinétique de mouvement en énergie potentielle de hauteur. D'accord ? Donc la personne s'élance, alors évidemment, ce n'est pas un champion du monde de course, mais c'est quand même des gens qui courent assez vite. Donc ils font un peu moins que 10 mètres à la seconde. Et puis ils prennent appui sur leur perche et leur vitesse est convertie en saut, en élan en hauteur, et ils montent à peu près à 6 mètres. Et il y a une formule en fait de conversion qui dit que l'énergie cinétique, admis de MV2, doit être convertie en énergie potentielle, MGH. Il y a une formule qui permet de calculer la hauteur comme le carré de la vitesse divisé par 2G. Alors G, c'est 10, donc c'est le carré de la vitesse divisé par 20. Et la vitesse, c'est à peu près 10 mètres par seconde. Au carré, ça fait 100. 100 divisé par 20, ça fait 5. Donc en gros, on s'élève à 5 mètres. Alors le mètre de plus, c'est un peu la force dans les bras, c'est l'élasticité de la perche et tout ça. Mais on ne pourra jamais gagner beaucoup plus, de toute façon. D'accord ? Donc vous voyez, même dans des problèmes a priori non scientifiques, non physiques, les questions de conversion d'énergie comptent beaucoup. Alors d'autres cas de conversion d'énergie, c'est juste une balle qui rebondit au basket, par exemple. Une balle qui rebondit, si on la lâche à une certaine hauteur, elle a l'énergie potentielle, elle gagne de l'énergie cinétique, elle se cogne contre le sol, elle se déforme, elle rebondit, elle remonte, etc. etc. Ou un pendule qui oscille. Il convertit de l'énergie potentielle en énergie cinétique. Par contre, vous savez bien qu'une balle qui rebondit sur le sol, elle ne va jamais rebondir aussi haut qu'on l'a lâchée. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous savez pourquoi? Les non-physiciens. Il n'y a que des physiciens dans la salle. Donc... Personne n'a une idée pourquoi? Pardon? C'est la banque, oui, vous avez raison, mais là vous êtes un peu rapide. Mais c'est vrai que la banque est liée à ça. Mais elle est passée où l'énergie? Alors il y a deux sources de perte d'énergie quand la balle rebondit. D'abord, elle frotte avec l'air.
Donc elle perd un peu d'énergie cinétique et potentielle qui est envoyée comme ça sous forme de chaleur par les frottements avec l'air. Puis au moment où elle rebondit avec le sol, mais il y a des frottements avec le sol aussi, donc elle s'échauffe légèrement, elle échauffe le sol, et donc il y a de l'énergie comme ça pure, disons, cinétique ou potentielle, qui est perdue, dégagée sous forme de chaleur. Donc si on fait un bilan d'énergie complet, comme je disais au début, c'est comme à la banque, il ne faut pas oublier les centimes, etc. Donc si on compte l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, plus la chaleur, là par contre, le comptable il est content, on trouve bien pareil à la fin, ce qui est rentré, c'est bien ce qui sort à la fin, mais il ne faut pas oublier la chaleur. D'accord ? Donc justement, ça les physiciens aiment bien les grandes lois, ça porte le nom d'une des très grandes lois de la physique, de la thermodynamique, qu'on écrit comme ça, mais qui porte le nom de premier principe, c'est que l'énergie de l'univers se conserve. D'accord ? En fait, on dit que l'énergie, elle se transmet sous forme de travail, qu'on appelle W à cause de work, ou alors comme chaleur, Q, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Q, mais c'est la lettre réservée, et l'énergie de l'univers est constante. Donc ça doit vous rassurer en fait. Il n'y a pas de crise de l'énergie, a priori. L'énergie de l'univers est constante, donc on ne manquera jamais d'énergie. Alors on sait bien que ce n'est pas le cas. On nous parle sans arrêt que l'énergie, il y en a de moins en moins, ça va mal, il faut consommer de moins en moins. Alors la crise, elle n'est pas sur la quantité d'énergie dans l'univers, mais plutôt sur la qualité de l'énergie, justement. Parce que l'énergie sous forme électrique, sous forme cinétique ou potentielle, on peut l'utiliser pour faire des travaux, on peut l'utiliser pour faire marcher des grues, des ordinateurs, des caméras, etc. Par contre, l'énergie, une fois qu'elle est partie sous forme de chaleur, elle est difficile, c'est pas impossible, loin de là, mais elle est assez difficile à récupérer pour en faire du travail. Alors c'est possible, puisqu'on sait bien que dans les moteurs, dans nos voitures, on fait exploser un mélange d'essence et d'air, donc c'est de la chaleur essentiellement qui se dégage, et ça fait activer un piston qui fait marcher notre voiture, etc. Mais là, il y a une perte, justement. Donc le premier principe de conservation de l'énergie ne suffit pas, il faut aller un peu plus loin. On va y aller tranquillement. La question s'est posée au XIXe siècle, parce qu'au XIXe siècle, il y a eu la révolution industrielle, et donc les Anglais et puis les Français un peu plus tard, puis les autres pays européens essentiellement, ont essayé de construire des machines de plus en plus efficaces, des machines à vapeur, des machines qui utilisent la puissance motrice du feu, typiquement des locomotives, mais aussi des métiers à tisser automatiques, qui ne seraient pas manœuvrés par des êtres humains, mais qui auraient des pistons et des bielles, et dans lesquels on pourrait faire chauffer un peu d'eau, et les choses se mettraient en marche, et des pompes aussi, pour tirer de l'eau de puits, des choses comme ça. Et donc les inventeurs se sont mis à essayer de concevoir des tas de machines qui seraient les plus efficaces possibles. Vous voyez, si on augmente le rendement un tout petit peu, ben on bat les Anglais. Je n'ai rien contre les Anglais, mais d'accord, c'était important à l'époque d'avoir les machines qui faisaient le plus haut rendement possible, parce que ça faisait baisser les coûts de production, et évidemment on pouvait vendre moins cher, vendre plus, et avoir des meilleurs débouchés sur les marchés internationaux. Donc les inventeurs sont mis à essayer d'inventer plein de machines, et puis il y en avait certaines qui marchaient, et certaines qui ne marchaient pas du tout, qui a priori, un peu comme certains dessins de Léonard de Vinci sur le papier, pas tous heureusement, on avait l'impression que c'était formidable, mais non, ça ne volerait jamais, ça ne marcherait pas. Donc, en abstrayant un peu cette question, les gens se sont demandé, mais est-ce qu'il y aurait des critères, des lois physiques, des lois scientifiques, qui nous permettraient de distinguer les processus possibles, les vraies machines qu'on pourra vraiment fabriquer et qui auront un rendement efficace dans l'usine, avec des machines qui sont juste des rêves de Géo trouve-tout et qui ne donneront jamais rien. Et ça, ce n'est pas du tout une question simple. Et la personne qui a peut-être le plus, alors je reviendrai là-dessus tout à l'heure, la personne qui a peut-être le plus réfléchi là-dessus, c'est un Français, c'est Sadi Carnot. Alors ce n'est pas le Carnot du lycée Carnot à Paris, le Carnot du lycée Carnot, c'était son papa en fait, qui était un politicien et un militaire proche de Napoléon. Mais Sadi Carnot était un jeune ingénieur, brillant. Vous voyez, il est mort à 36 ans en fait, de l'épidémie de choléra qui sévissait à Paris à l'époque, même s'il appartenait à la société la plus élevée possible, il n'a pas été à l'abri de cette épidémie. Et donc il a essayé de réfléchir sur la puissance motrice du feu. Il a écrit un petit ouvrage qui à l'époque est resté inaperçu, où il s'est demandé, mais comment vraiment marche une locomotive ?
Alors, je ne pense pas que cette locomotive-là existait, c'est une locomotive du Far West, hein, mais qu'elle existait vraiment cette forme-là à l'époque, mais c'est quand même une locomotive du 19e siècle. Et donc il a essayé de regarder les choses de manière un peu éloignée, un petit peu abstraite. Et il s'est dit finalement, une locomotive, j'ai du charbon que je fais brûler, j'ai une sorte de, je sais pas, de grande casserole avec de l'eau qui bout, et puis le charbon fait bouillir l'eau, il y a une pression, l'eau devient du gaz, et puis ça fait manœuvrer le piston, la bielle, et puis voilà, les roues de ma locomotive, je caricature un peu, elles avancent, et ma locomotive, elle fait le trajet Paris-Lyon, par exemple. Mais si on y pense vraiment, finalement, on a, donc ça c'est vraiment le génie de Carnot d'avoir compris ça, si on oublie tous les mécanismes, les pistons, les roues, même la locomotive, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste un objet qui fournit de la chaleur, qui est le charbon, qui fait bouillir de l'eau. Et puis finalement, cette chaleur qui est rejetée par la cheminée de la locomotive dans l'air environnant, qui est autour de 20 degrés par exemple. Donc on a une source chaude et une source froide, avec des flux de chaleur qui vont de l'un à l'autre. Et ces flux de chaleur, un peu comme une sorte de liquide, en fait, Carnot croyait à tort que la chaleur était un liquide, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas un fluide, mais c'est ce qu'il pensait. Il se disait, finalement, ce flux de chaleur, un peu comme de l'eau qui tombe dans un barrage et fait tourner un moulin, ce flux de chaleur, il fournit un certain travail qui fait avancer ma locomotive. Donc il a réfléchi, il a fait des raisonnements un petit peu abstraits, un peu faux. Ça, c'est ça le génie, c'est-à-dire qu'il a fait des raisonnements faux, mais il est tombé sur un résultat juste à la fin. Et il s'est rendu compte que finalement, rien ne comptait, sauf les deux températures extrêmes entre la température du charbon en feu et la température extérieure, donc je ne sais pas, quelques centaines de degrés, ou je ne sais pas très bien, et 20 degrés à l'extérieur. Et le rendement de n'importe quelle machine possible, quoi que vous fassiez entre-temps, n'importe quel mécanisme compliqué, que vous utilisiez des allumettes, du fer, de l'électronique, des sabres laser, ce que vous voulez, de toute façon, le rendement, il ne pourra jamais dépasser 1 moins le rapport des températures extrêmes. D'accord ? La température de l'extérieur, T1, divisé par la température du charbon, de l'ordre de la centaine de degrés. Donc vous voyez, finalement, il a réussi à faire un travail d'abstraction incroyable, puisqu'il a tout enlevé, et il a compris que n'importe quel moteur possible, travaillant entre deux températures extrêmes, T1 et T2, ne pouvait pas dépasser un certain rendement. Donc il y a une sorte de limitation absolue qui vient de la physique, qui vient de certains principes très généraux de la physique, qui empêchent que les moteurs puissent avoir un rendement parfait, de 100%. D'accord ? Donc voilà, ça c'est le rendement de Carnot, le rendement maximal. Alors il faut vous rassurer, c'est qu'en fait, les vraies machines, les vrais moteurs dans nos voitures qui fonctionnent, ils sont très loin de ce rendement-là. Donc on a quand même du travail à faire pour améliorer les pertes en ligne, la dissipation, etc. Mais malgré tout, il y a une limitation absolue au rendement que puisse atteindre une machine. Ça ne sera jamais 100%. Alors de manière assez étonnante, cette limitation absolue, et là je vais revenir en arrière, elle est liée à deux phénomènes physiques qu'on connaît ou qui nous sont assez intuitifs. En tout cas le premier, je vais le dire rapidement, sans aller dans les détails, même si les détails sont importants, c'est que la chaleur va toujours du chaud vers le froid, et jamais du froid vers le chaud. C'est comme ça. D'accord ? Par exemple, si vous mettez un verre de thé ou de café à 70 degrés, vous le mettez dans la pièce, il va se refroidir. D'accord ? Et jamais le contraire se passera. C'est-à-dire que jamais si vous mettez un verre de 20 degrés dans la pièce à 20 degrés, il ne va pas se réchauffer spontanément pour tout d'un coup se mettre à bouillir ou devenir très chaud. Bon, a priori, l'énergie se conserve dans les deux cas, mais il y a un sens des événements. Du café chaud se refroidit spontanément au détriment de ce qui l'entoure, et l'inverse ne se fait pas. Alors il y a autre chose qui est à peu près la même chose, c'est qu'on ne peut pas prendre de la chaleur d'un seul réservoir et le convertir en travail. Comme pour la locomotive tout à l'heure, pour fabriquer du travail, pour faire avancer la locomotive, il faut absolument une source chaude, le charbon, et une source froide, l'environnement. Ça veut dire que si jamais un jour la température, on sait qu'elle augmente en ce moment, il y a un réchauffement climatique, si jamais le climat monte à 260 degrés et que le charbon lui-même est chaud à 260 degrés, votre locomotive, elle n'avancera plus. Il faut qu'il y ait une différence de température
entre la source chaude et la source froide. Donc vous voyez, ça c'était juste pour vous montrer un exemple, c'est que, en fait, ça semble être de la physique peut-être un peu abstraite, mais ça provient vraiment de la technologie. Ça provient vraiment in fine, c'est pas par hasard si c'est Carnot, dont la famille, il a eu un père président ou général, et je crois un oncle ou un cousin lui-même président, il y a eu plein de Carnot qui ont fait de la politique au XIXe siècle. C'est pas par hasard si sa famille était impliquée dans le développement de la France au début du XIXe siècle. Donc ça c'est quelque chose évidemment à ne jamais perdre de vue. Voilà, alors, il y aura quelques formules dans mon exposé, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour faire joli. C'est comme si c'était du chinois, en fait. Voilà, mais c'est juste joli. L'idée, c'est que tous ces problèmes-là, le rendement d'une locomotive, le fait qu'un verre d'eau ne se réchauffe pas spontanément dans une pièce à 20 degrés et ne dépasse pas les 20 degrés, il ne peut pas chauffer comme ça à 50 degrés, ou le fait qu'on ne puisse pas fabriquer du travail à partir d'une seule source de chaleur, mais qu'il en faut absolument deux, c'est lié à un objet assez mystérieux qui a été découvert par Clausius au milieu du XIXe siècle, donc il y a un peu plus que 150 ans, 160 ans, qu'on appelle l'entropie. Alors, là encore, c'est un mot peut-être qu'on rencontre moins souvent que le mot énergie, mais c'est un concept absolument crucial. C'est-à-dire que l'énergie, on en parle tout le temps, l'entropie, on n'en parle presque jamais, et pourtant, c'est vraiment l'entropie qui... Enfin, toutes les deux, aussi bien l'énergie que l'entropie, mais l'entropie joue un rôle aussi important que l'énergie. Et l'entropie, elle mesure la qualité de l'énergie, justement. Donc quand tout à l'heure je vous disais qu'il n'y a pas de crise d'énergie, c'est vrai. En fait, l'énergie se convertit d'une forme à une autre, et l'énergie se conserve dans l'univers, donc il n'y en a pas. L'énergie est constante, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, l'énergie se dégrade. Elle devient de moins en moins utilisable, de moins en moins utile. Et la dégradation de l'énergie, elle est mesurée justement par l'entropie. L'entropie, c'est un petit peu ce que vous prend la banque quand vous convertissez des euros en dollars. C'est ce que vous allez perdre un petit peu. Et ça, vous allez le perdre, jamais vous le récupérerez. Hein. Ça, c'est comme ça. Et bien, l'entropie, elle mesure cette dégradation de l'énergie et elle croît sans arrêt. Dans l'univers, l'entropie augmente. Donc justement, la crise énergétique n'est pas stricto sensu un manque d'énergie, mais un manque de qualité de l'énergie dont on dispose. Et ce manque de qualité de l'énergie dont on dispose, il est justement dû au fait que l'entropie, donc il y a un concept négatif, hein, c'est que la qualité de l'énergie baisse, l'entropie de l'univers croît. L'entropie, entre guillemets, c'est la dégradation de la qualité. Donc il y a une négation dans le concept d'entropie. Donc ce que Clausius a découvert, à la suite des travaux de Carnot et d'autres, c'est que tous ces principes de rendement maximal, de chaleur qui s'écoule dans un seul sens, c'est vraiment lié à un objet, à une grandeur physique, qu'il a lui-même, il a inventé le nom, en fait, l'entropie, c'est lui qui a fabriqué le mot, en s'inspirant un peu de manière, de la sonorité du mot énergie, il a fait exprès, et il a appelé ça l'entropie. Donc un peu l'exposé va tourner autour de cette espèce de balai entre l'entropie et l'énergie, cette dualité, et ces deux objets qui se regardent sans arrêt, et qui ne peuvent pas en fait aller l'un sans l'autre. Encore une fois, vous convertissez de l'argent d'une monnaie vers une autre, à chaque fois, vous allez donner quelque chose va partir. D'accord ? Et ça, c'est l'entropie. Alors, il y a un titre d'un livre de physique au début du XXe siècle sur la thermodynamique qui s'appelle, en anglais, mais j'ai traduit en français, « La maîtresse du monde et son ombre ». Donc la maîtresse du monde, c'est l'énergie, et l'ombre, c'est l'entropie. Et donc elles sont partout. L'ombre, elle est aussi inséparable de l'objet que c'est impossible de les séparer. Et toutes les deux, en fait, elles font la loi. Elles font deux lois, le premier principe et le deuxième principe, qui permettent de comprendre énormément de phénomènes quotidiens. Alors un phénomène quotidien assez simple, c'est l'eau qui devient de la glace. Là, vous avez de l'eau liquide. Là, vous avez de la glace, de la neige. Et pourtant, on sait bien que c'est la même chose. C'est H2O. Dans les deux cas, c'est de l'eau, mais sous deux formes différentes. Donc liquide, désordonné, et ordonné, sous forme cristalline. C'est là où il faut se rendre compte d'une chose, c'est que
Justement, quand vous voulez transformer de la glace en eau à 0 degré, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou si vous faire bouillir de l'eau, donc transformer de l'eau en vapeur à 100 degrés, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Il faut chauffer, d'accord? Donc il faut donner de l'énergie. Pour transformer de la glace en eau, il faut absolument donner de l'énergie. Donc d'un point de vue énergétique, on peut dire que ce n'est pas très bon, puisqu'on donne de l'énergie à de la glace pour la transformer en eau. Donc on pourrait dire, c'est bizarre, ça coûte de l'énergie, et en général, les processus, ils n'aiment pas, ils préfèrent minimiser leur énergie. Mais l'entropie, alors ça je ne vous l'ai pas encore dit, mais on va le revoir de manière assez récurrente, l'entropie, ça mesure aussi le désordre, finalement. D'accord ? Plus quelque chose est désordonné, moins il est efficace, si on veut. Alors entre l'eau liquide et l'eau sous forme de glace, la forme la plus désordonnée, c'est l'eau liquide. Puisqu'un joli cristal de glace, c'est quelque chose qui fait des beaux motifs, qui se répète, c'est très ordonné, tandis que ça, l'eau, c'est quand même beaucoup plus bouillonnant, moins ordonné. Bon. Alors ce qui se passe, c'est que quand de la glace se transforme en eau, on donne de l'énergie, et en contrepartie, l'entropie augmente énormément, puisqu'on passe de quelque chose qui est très ordonné à quelque chose qui l'est beaucoup moins. Donc on convertit, là encore, on utilise de l'énergie pour augmenter l'entropie, et on peut dire que dans le phénomène de transition de phase, de changement d'état entre la glace et l'eau, quelque part, c'est un peu l'entropie qui a gagné. Puisque énergétiquement, c'est défavorable, il faut chauffer, il faut donner de l'énergie. Par contre, anthropiquement, ça augmente beaucoup l'entropie, et ça, c'est très bien, parce que l'entropie de l'univers a envie d'augmenter. Donc vous voyez, c'est un peu antagoniste, l'énergie et l'entropie. Et ça, il faut toujours en tenir compte. Alors maintenant, je voudrais vous parler de physique statistique. Donc ça va être encore un peu plus abstrait. Alors pour parler de physique en général, et de physique moderne, une icône, en physique on a nos icônes, on a nos, je sais pas, c'est un peu comme les grands chanteurs, comme les Beatles et autres Rolling Stones. Et l'une des icônes de la physique du XXe siècle, c'est Richard Feynman. Alors Feynman, il a écrit des livres très techniques, mais il a aussi écrit des très très beaux livres de vulgarisation, où il explique la physique avec des mots simples, sans beaucoup de formules. Et vraiment, à chaque fois que je fais un exposé, que ce soit un exposé compliqué, je veux dire technique ou moins technique, je pense à lui. Donc voilà, donc j'en ai profité pour mettre son image. C'était un personnage assez amusant, c'était un personnage très original, qui faisait beaucoup de choses en même temps, pas seulement de la physique. Par exemple, il jouait au bongo. Voilà, il aimait bien jouer au bongo. Mais il n'a pas fait que ça, il a aussi fait des calculs dans sa vie. Mais c'était un bon joueur de bongo. Alors Feynman a écrit un cours de physique qui est assez incroyable, parce que c'est un cours qui démarre au niveau lycée, secondaire, et il termine au niveau Feynman à peu près, le cours. Feynman, il a eu le prix Nobel. Donc, c'est bon. Donc de temps en temps, il y a quelques phrases au milieu de phrases assez simples, il y a quelques remarques qui sont incroyables. Donc c'est un livre qu'on lit toute sa vie, on apprend toute sa vie. Et au début de son cours de physique, donc, qui était destiné aux premières années de fac aux États-Unis, il se pose la question suivante, et je trouve que c'est très bien dit, donc je le reprends. Il pose la question suivante. Si par un cataclysme, tout le savoir scientifique venait à être détruit, Feynman, entre parenthèses, avait travaillé à Los Alamos pour fabriquer la bombe atomique, hein, donc il savait un petit peu de quoi il parlait. Donc si tout le savoir scientifique venait à être détruit et qu'une seule phrase pouvait être transmise aux générations futures, quelle affirmation contiendrait le plus d'informations en un minimum de mots? Voilà, tout est détruit, il n'y a plus la bibliothèque du 510, il n'y a plus la bibliothèque de Saclay, il n'y a plus de papier, il n'y a plus d'ordinateur. Tout ce qu'on peut dire, c'est juste une phrase, en espérant que les générations futures vont être capables de reconstituer tout le savoir qu'on a été capable de faire jusqu'à maintenant. Et Feynman dit qu'il pense que ce serait l'hypothèse atomique, ou le fait atomique, parce que c'est un fait expérimental, c'est un fait avéré. Et donc voilà la phrase qu'il a fabriquée, que j'ai traduite de l'anglais. Elle est mieux en anglais, donc c'est une traduction un peu approximative. C'est toutes choses sont formées d'atomes, petites particules animées de mouvements incessants, qui s'attirent quand elles sont à une certaine distance, mais qui se repoussent quand on essaie de les comprimer les unes contre les autres. Et Feynman continue en disant dans cette phrase, il y a une quantité énorme d'informations sur le monde, à condition d'y appliquer l'imagination et la concentration requises.
Donc voilà la phrase qui contient l'essentiel du savoir scientifique à passer aux générations futures comme une sorte de mantra. Alors jusqu'à maintenant, on a parlé d'énergie, de banque, de transformation de glace en eau, de locomotive, et on n'a pas parlé d'atomes. D'accord ? Alors l'énergie, on a tous un peu une compréhension intuitive de ce que ça peut être. L'entropie, beaucoup moins. Et justement, il y a un lien fort entre les atomes, le monde atomique, et l'entropie. C'est ça qui fait l'objet de la physique statistique. Et ce lien fort a été trouvé par Boltzmann à la fin du XIXe siècle. Et donc Boltzmann a compris une formule qu'il n'a jamais écrite, en fait, mais qu'il avait parfaitement analysée sans vraiment l'écrire. Et cette formule se trouve, en fait, gravée sur sa tombe à Vienne. Donc c'est l'une des formules magiques de la physique. Alors, il y a la formule E égale mc2, qui est la formule la plus connue de toute la physique. C'est une formule un petit peu plus mystérieuse, mais elle n'est pas très compliquée, au moins d'un point de vue purement d'écriture. S égale K log oméga. Je vais vous dire un petit peu ce qu'elle veut dire. Et c'est l'une des très très grandes formules de la physique actuelle. Donc je vais passer quelques instants à vous expliquer ce que cette formule signifie. Alors l'idée est la suivante, c'est que le monde est formé d'atomes. Maintenant on croit ce que dit Feynman et on sait bien qu'on peut les voir aujourd'hui. Les atomes, on peut les manipuler. D'ailleurs ici, au 510, c'est probablement l'un des endroits où c'est fait le mieux en France et au monde. Donc les atomes existent. Mais ces atomes-là, nous, à notre échelle, on ne les voit pas. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des objets macroscopiques. Des gens, des tables, des ordinateurs, des chaises et des choses comme ça. Et la question est de savoir, mais quel est vraiment le lien entre le monde qu'on voit, le monde macroscopique, l'eau, la glace, et le monde des atomes? Est-ce qu'il existe à notre échelle une trace, une preuve, une sorte de signature, d'empreinte digitale du fait qu'il y a des atomes derrière? Puisque nous, quand on regarde la table, on ne voit pas du tout les atomes qui les constituent. D'accord ? Alors l'idée est la suivante, si on veut décrire une table, par exemple, ou n'importe quel objet, on va décrire quelques caractéristiques simples. On va décrire sa taille, ses dimensions, on va décrire sa masse, on va décrire sa couleur, sa forme, je ne sais pas quoi encore, le matériau dont elle est constituée. Peut-être si on est physicien, on a envie d'écrire des choses un tout petit peu plus compliquées, certaines qualités de rugosité du haut de la table. Si c'est un liquide, on parlera de sa viscosité. Si on a un objet optique, on parlera d'indice de réfraction. Mais de toute façon, on peut aussi parler de pression, de volume, de température. Mais on ne va pas décrire, je ne sais pas, peut-être une dizaine de données, une vingtaine, mais pas 1 million de données. Enfin, vous voyez bien, quand on décrit un objet ou une personne, on décrit quelques caractéristiques. Et pourtant, chacun d'entre nous, ou n'importe quel objet, est constitué de millions de milliards d'atomes. Millions de milliards. Et chacun de ces atomes, il vit un peu sa vie au sein de la table ou en nous. Mais on n'est pas en train de donner les caractéristiques de chacun de ces atomes, de toute façon ce ne serait pas possible. Donc on ne donne que des caractéristiques qu'on appelle macroscopiques, à notre échelle, qui nous suffisent largement, avec l'essence imparfaite qu'on a, qui nous suffisent à vivre et à décrire les choses. Et l'idée est la suivante, c'est que, par exemple cette table, encore une fois, les caractéristiques qu'on en perçoit à notre échelle, elles sont des résultantes de ce qui se passe à l'échelle atomique. Ça, voilà. Les atomes qui forment le fer ou d'autres matériaux qui forment cette table, ce n'est pas les mêmes que les atomes qui forment l'eau ou les atomes qui forment le cuivre ou des choses comme ça. Donc, il y a d'autres caractéristiques de cette table, comme la couleur, etc., sont aussi les résultantes des propriétés atomiques de l'objet. La couleur de vos yeux, finalement, in fine, c'est lié aux atomes qui sont derrière. Mais évidemment, on ne va pas relier ça directement, on va juste dire vous avez les yeux de telle ou telle couleur, et on ne va pas commencer à parler d'atomes. Et ces atomes, ils sont sans arrêt en train de bouger. Ils ne sont pas du tout immobiles. Ces atomes, ils sont agencés suivant certaines structures, mais ils sont en train de vibrer, ils bougent, ils ont de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle, ils se cognent les uns contre les autres, comme disait Feynman, ils s'attirent à longue distance, ils se repoussent à faible distance, ils sont en train de faire une dynamique, une danse extrêmement compliquée.
Et le miracle, c'est que ces atomes, ils sont beaux en train de bouger, de faire un peu n'importe quoi. Quand nous, on examine les choses, ça, on ne le voit pas. Pour nous, la table, au moins à l'échelle de cet exposé, et probablement à l'échelle de quelques années, elle est stable. Elle n'est pas en train de se casser, enfin, j'espère pas. Elle n'est pas en train de changer de couleur. Évidemment, si on la laisse 200 ans, à la fin, elle sera un peu pourrie, elle sera abîmée. Mais à l'échelle de quelques heures ou d'une vie même, les choses restent à peu près, nous on change, mais les choses restent à peu près stables. Donc les atomes au sein des objets sont en train sans arrêt de se mouvoir et de changer, en tout cas de changer de position, et les objets, eux, sur des petites durées, ont l'air parfaitement stables. Autrement dit, pour reprendre le fil de mon raisonnement, ça veut dire qu'il y a énormément de configurations différentes d'atomes, qui sont très différentes à l'échelle atomique, mais qui, à nous, à nos sens imparfaits, nous laissent la même impression. Laissent à la table la même couleur, le même volume, la même densité. D'accord ? En fait, le nombre de configurations sous-jacentes d'une bouteille d'eau, par exemple, donc de configurations atomiques qui donnent le même aspect de la bouteille d'eau, est absolument immense. D'accord ? S'il y a un petit atome dans la table qui va de là à là, je ne verrai absolument aucune différence. Et c'est ça que Boltzmann a compris. En fait, Boltzmann a compris que ce qu'il faut mesurer, finalement, c'est le nombre de configurations atomiques qui nous laissent la même impression, qui vont nous donner la même température, le même volume, la même couleur, le même indice de réfraction. Donc il y a plein de configurations atomiques qui, en fait, sont différentes à toute petite échelle, si on avait un petit microscope qui permettait de voir chacun des atomes, mais qui, pour nous, donnent la même impression. Et il y en a un nombre absolument immense, en fait. Le nombre immense, c'est qu'il est en fait de l'ordre de 1 suivi de milliards de zéros. C'est beaucoup. D'accord ? 1 suivi de milliards de zéros. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas assez de crayons sur Terre, évidemment, pour écrire ce chiffre. Et ce que Boltzmann a compris, c'est que l'entropie, c'est une mesure de ce nombre de configurations sous-jacentes à un état macroscopique, à un état à notre échelle donnée. Alors, un tout petit point de détail, K c'est juste une constante, c'est pas important, c'est un peu comme des constantes physiques qui apparaissent. Le log c'est important, je vous ai dit que c'était 1 suivi d'un milliard de zéros, ou des choses comme ça. Alors une bonne manière c'est de dire ce que je viens de dire. Plutôt qu'écrire 1, puis après 1 milliard de zéros, on dit 1 suivi d'un milliard de zéros. Donc on dit que voilà, la longueur du nombre, c'est 1 milliard de milliards. Plutôt que de dire 1 million, on dit 1 suivi de 6 zéros. Donc on dit, au lieu de parler de millions, on dit nombre à 6 chiffres. Ça, souvent les commerçants disent, aujourd'hui j'ai fait une recette à 4 chiffres, ou à 3 chiffres. Ça veut dire qu'il a fait une recette de l'ordre de 100 ou 1000 ou 10 000 euros. C'est pareil. Donc le logarithme, c'est une manière condensée d'écrire des très grands nombres en disant de quelle taille ils sont. Plutôt que les dire eux-mêmes, plutôt que dire 1 milliard, on dit un nombre à 9 chiffres, typiquement, ou à 10 chiffres. Voilà, donc ça c'est une des très très grandes formules qui permettent de comprendre l'entropie qui, elle, était apparue dans ces histoires de locomotives, vous vous souvenez, qui permet de la relier à des configurations microscopiques. Donc ça c'est un des messages, j'espère, importants de ce séminaire, un petit peu théorique, mais j'espère, suivable, c'est que l'énergie et l'entropie sont toutes les deux importantes, et l'entropie, elle est reliée directement au monde microscopique. Et elle permet de le scanner, d'une certaine manière, sans avoir besoin de le regarder, puisque nos sens ne nous permettent pas de le voir. Et encore moins à l'époque de Boltzmann. Aujourd'hui, on a des microscopes à effet tunnel, des choses comme ça. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est qu'on est obligé de faire de la statistique. Pour comprendre le monde à notre échelle, on est obligé d'utiliser des lois statistiques sur les atomes. Alors, je vais vous donner un exemple simple de loi statistique. C'est ce qu'on appelle le mouvement brownien. Alors, le mouvement brownien, c'est une découverte de ce monsieur, Robert Brown, au XIXe siècle. C'était un Anglais, un Écossais, je crois, fort distingué, et c'était un botaniste. Donc c'était quelqu'un de très important en botanique, c'était un ami de Darwin. C'est le monsieur qui a découvert que les cellules des végétaux ont des noyaux. Il avait un microscope, il regardait, il découpait de l'oignon, comme on a peut-être tous fait quand on était au
au collège. Il regardait ça au microscope, puis il s'est rendu compte qu'il y avait des cellules, et qu'au milieu des cellules, il y avait des petits grains, et il y avait un noyau, des choses comme ça. Et puis un jour, il ne faut pas oublier que c'était un Anglais, donc de l'époque, un Britannique, de l'époque victorienne, pré-victorienne plutôt. Donc les Anglais déjà avaient conquis le monde. Et donc il a eu une idée un petit peu bizarre. Il a dit, je vais mettre une sorte de graine de pollen dans de l'eau, juste une goutte d'eau avec du pollen dedans, et je vais regarder ce qui se passe. Et il regarde, alors ça c'est une image moderne, et il voit que la petite graine de pollen est agitée, sans arrêt. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien qui chauffe, il n'y a pas de champ électrique. Il avait fait bien attention, donc que la table ne vibrait pas, il n'était pas en train de marcher autour. Et pourtant, sans arrêt, même en faisant les choses très soigneusement, sa petite graine de pollen, elle était animée d'un mouvement perpétuel, incessant, et il ne comprenait pas. Alors ça, c'était bizarre, surtout qu'à l'époque, on pensait que le mouvement était une caractéristique du vivant. Quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui vit. D'accord ? Donc il s'est dit, c'est normal, la graine de pollen, elle contient de la vie en germe, ça va donner lieu à une plante. Donc, si elle est en train de bouger, c'est qu'elle a un principe vital en elle. C'est un peu les idées de Buffon. Mais c'était un malin, ce monsieur Brown. C'était un bon chercheur. Et donc, il a dit, je vais essayer avec autre chose. Et c'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure à l'ère victorienne. C'est qu'il a regardé avec des petits bouts de cailloux, il a regardé avec des choses inertes. Il a même regardé avec des fragments du sphinx de Gizeh. Il fallait être anglais pour ça. Donc, il a pris des petits bouts du sphinx de Gizeh. Aujourd'hui, je crois qu'on n'aurait pas le droit de faire ça. Il a mis dans une goutte d'eau. Puis il a vu que même si, là pour le coup, c'est pas vivant, c'est vraiment de la pierre, et ça bougeait quand même. Donc ce petit mouvement-là, il est indépendant de la nature de l'objet et du liquide. Il a essayé avec de l'huile, il a essayé avec de l'alcool. Donc c'est pas l'eau qui intervient, c'est pas le fait que ce soit du pollen, que ce soit vivant, proto-vivant ou pré-vivant, c'est quelque chose qui est totalement universel. En fait, c'est même tellement universel que ça l'est beaucoup plus qu'on le croit. Par exemple, moi, là, en ce moment qui vous parle, ou vous qui êtes assis sur vos chaises, vous aussi, vous êtes en train de vibrer. Mais très peu. On est tous animés d'un petit mouvement désordonné comme ça, autour de nos positions d'équilibre stable. Et c'est quelque chose qui, absolument chaque appareil, chaque objet, mais plus l'objet est grand, moins la vibration est perceptible, évidemment. C'est pour ça qu'il avait pris des petites graines de pollen et que ça vibrait sous son microscope. Mais stricto sensu, nous aussi, on est animé du mouvement brownien. Alors l'idée, alors ça c'était une énigme pendant presque 50 ans, les gens ne comprenaient pas d'où ça venait. Comment ça se fait qu'un objet bouge sans moteur, ça bouge tout seul, on ne comprend pas pourquoi, sans vibration interne. Et la raison fondamentale, qui est assez belle en fait, c'est que la graine de pollen, donc qui fait quelques fractions de millimètres, quelques dixièmes, quelques centièmes de millimètre, donc on peut la voir au microscope. La graine de pollen, elle est plongée dans l'eau, et dans l'eau, il y a des atomes d'eau qu'on ne voit pas. Il y a des atomes d'H2O. Et ces atomes, ils cognent contre la graine de pollen, un peu comme un billard. Et la graine, donc, elle reçoit un atome d'un côté, de l'autre, et elle est poussée sans arrêt à cause de ces chocs successifs, et on la voit subir ces chocs et bouger. Donc on ne voit pas les atomes, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on en voit la trace sur quelque chose qui n'est pas trop petit. Puisque un grain de pollen, on pouvait le voir au microscope au milieu du XIXe siècle. Et aujourd'hui, on peut voir ça très facilement. Donc, ce mouvement brownien, c'est la signature à une échelle, ok, ce n'est pas à l'échelle du mètre, c'est à l'échelle du micron, de quelques dizaines de microns, mais quand même, ce n'est pas trop petit. Ce mouvement brownien, c'est la signature de l'existence des atomes qui sont beaucoup, beaucoup plus petits. En fait, on peut même montrer, là ça a été fait beaucoup plus tard, on peut démontrer que si les atomes n'existaient pas, donc si on pouvait découper les choses sans arrêt, sans arriver à quelque chose d'insécable, un atome, le mouvement brownien n'existerait pas non plus. Donc c'est vraiment la preuve de l'existence des atomes. Et la personne qui a compris ça, je passe sur le calcul, la personne qui a compris ça comme d'habitude, j'allais dire, c'est Einstein. Alors c'est la thèse d'Einstein, c'est son travail de thèse, et c'est son papier le plus cité, donc encore plus cité que la relativité ou l'effet photoélectrique ou d'autres choses qu'il a faites, la relativité générale par exemple. Donc Einstein a compris vraiment, il y avait des idées qui étaient là avant, mais lui il l'a vraiment mis en formule, il a compris que le mouvement
de cette graine de pollen, par exemple, qui est caractérisée par ce qu'on appelle une constante de diffusion D. Elle dépend de la température, de la viscosité du liquide. A, c'est la taille de la petite graine de pollen, donc quelques microns, et d'un nombre N, très grand, qui est de l'ordre du million de milliards de milliards, qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Ce nombre-là, en fait, c'est la masse, enfin l'inverse de ce nombre, c'est la masse d'un atome d'hydrogène. D'accord ? C'est vraiment la masse d'un atome d'hydrogène. C'est pas grand-chose, hein. Donc c'est de l'ordre de 10-23 grammes. Donc c'est 0,00022 ou 23,01 grammes. C'est vraiment pas grand-chose. Donc vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire d'un point de vue même purement, je ne sais pas comment dire, scientifique, épistémologique, enfin, phénoménal. C'est phénoménal. Ce petit grain de pollen qui se déplace, il se déplace et la formule qui permet de comprendre son déplacement, elle fait intervenir la masse d'un atome d'hydrogène. C'est incroyable. D'accord ? Et c'est Einstein qui a trouvé cette formule. Et justement, en utilisant cette formule et en mesurant avec précision les déplacements de cette petite graine de pollen, sauf qu'il avait utilisé des petites billes de latex, en l'occurrence, Jean Perrin, comme il le dit lui-même dans un de ses livres, il a réussi à peser l'atome d'hydrogène, indirectement. Donc c'est assez incroyable. Et il a trouvé cette masse-là. Donc voilà, il y a 23 0,1 grammes. 0,0000, il faut en mettre 23, 1 gramme. Donc ça, c'était en 1900, je ne sais plus très bien, 1905, 1910, il y a plus de 100 ans. Il a réussi avec des moyens finalement assez simples et rudimentaires, en France, à peser l'atome d'hydrogène, mais de manière indirecte. Donc les atomes existent. Entre-temps, c'est un peu une histoire triste, le pauvre Boltzmann, qui toute sa vie avait milité pour l'existence des atomes, puisqu'il avait même écrit cette formule et fait plein d'autres choses, il s'était heurté à une résistance très grande, parce que les gens à l'époque ne croyaient pas aux atomes, et donc Boltzmann, peut-être pas seulement pour ça, mais c'était une composante importante, avait mis fin à ses jours. Juste 1 ou 2 ans avant l'expérience de Perrin, qui avait balayé toute réticence sur l'existence des atomes. Les gens après, il n'y avait plus aucun doute. Alors, bon, ça c'est pas complètement lié, mais c'est juste une métaphore. L'idée, c'est que le monde qui nous entoure est sans arrêt en train de bouger, de fluctuer. Il y a une sorte de danse des atomes. Et même si les choses nous paraissent stables, immobiles, inertes, c'est absolument pas vrai. À l'échelle microscopique, les choses sont sans arrêt en train de se cogner, d'interagir, d'aller d'un endroit à l'autre. Et c'est seulement parce qu'on a des sens imparfaits qu'on voit les choses de manière lissée. Un peu comme quand on prend un film, il n'y a que 24 images par seconde. Donc si quelque chose se passe de manière subliminale, on ne le verra pas. On connaît tous le cas du film avec une image de singe en plein milieu de « Autant n'emporte le vent ». S'il y a juste une image qui est glissée sur les 24 images par seconde, on ne les verra pas. Il faut que les choses durent un certain temps et soient à une certaine échelle pour qu'on les perçoive. Alors, maintenant venons-en peut-être plus au fait. Il faut comprendre comment les atomes modifient le monde qui nous entoure. Mais ça peut être horriblement compliqué, puisque je vous dis qu'il y a des millions de milliards d'atomes. Heureusement, il y a un principe qui nous sauve. Et ce principe s'appelle l'universalité. Le principe, c'est que même si on n'est pas capable de décrire très précisément chacun des atomes, et on ne le saura jamais, qui forment un objet qui nous intéresse, encore une fois, n'importe quel objet physique, un supraconducteur, du graphène, une table, un litre d'eau, même si on n'est pas capable de décrire précisément chacun des atomes, il nous suffit de donner des lois qui soient suffisamment bien approximatives, même si on se trompe un peu à l'échelle microscopique, pour que la résultante macroscopique à notre échelle soit correcte. Donc on se trompe un peu au niveau des atomes, mais ce n'est pas très grave, puisque finalement ce qui en résulte à notre échelle, c'est juste quand même. Alors ça, c'est vraiment lié à une propriété statistique, qui encore une fois est quelque chose qui est assez courant. Et par exemple, l'exemple le plus basique, c'est la gaussienne. Si je prends n'importe quelle donnée statistique, par exemple, je ne sais pas, le poids des gens de cette salle, donc vous êtes quelques dizaines,
Et les poids sont répartis entre, je dis ça, évidemment j'exagère, entre, mettons, 30 et 150 kilos, d'accord? Et je vais mettre combien de personnes ont un poids donné. Donc combien de personnes entre 50 et 55, 55 et 60, etc. Et je vais faire un graphique. D'accord? Et bien à chaque fois, on trouvera une gaussienne. Si je change de salle, et je change d'auditoire, je trouverai encore une gaussienne, qui sera centrée autour du poids moyen de la population française d'un certain âge. D'accord? Alors si je fais le même exemple, évidemment avec une classe de maternelle, ben, ça sera centré autour de 15 kilos peut-être. Si je fais ça avec des Américains qui sortent d'un fast-food, ça sera plutôt centré autour de 90 kilos peut-être, plus. Mais ça sera quand même une gaussienne. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que si au lieu de prendre vos poids, je prends vos pointures, ben, ça sera pareil. Si je prends vos tailles, ce sera pareil. Si je prends l'argent, parce que vous allez me dire le poids, la taille, la pointure, tout ça c'est lié évidemment. Enfin, a priori, si on fait 1m50, on ne fait pas 300 kg. Mais, donc il y a des corrélations. Oublions les corrélations. Ou alors vraiment, je ne les ai pas comprises. Si je prends l'argent qu'il y a dans votre portefeuille, alors c'est pareil, ça va être centré autour de quelques dizaines d'euros, j'imagine. Et ça sera encore une gaussienne. Il y a des gens qui auront 3-4 euros, puis il y aurait des gens qui auront peut-être 50 euros. D'accord? Là encore, le centrage dépend de la salle. Si je m'adressais à une assemblée de financiers, ce serait centré autour de quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Mais ça serait une gaussienne quand même. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'universalité. C'est-à-dire qu'il y a des objets mathématiques, comme la gaussienne, qui ne dépendent pas tellement, alors ça en dépend un peu, ne faites pas dire des bêtises, ça dépend justement de ce qu'on appelle les corrélations, mais en tout cas, il y a énormément de propriétés physiques qui vont donner des gaussiennes, indépendamment de la propriété physique considérée. Donc, prenons les choses à l'envers. Supposons que M. Gauss, ici présent, n'ait jamais découvert la gaussienne. Et vous avez besoin de trouver la courbe, finalement. On est physicien, on veut savoir quelle est cette forme. Mais on prend une propriété quelconque, le poids, on dessine la courbe, et on dit, ben voilà, ça c'est la courbe universelle qui va marcher pour la plupart des propriétés. Et c'est vrai. Donc même en explorant une caractéristique spéciale, particulière, si on ne se trompe pas trop dans la description physique de votre modèle, on est capable de trouver juste. C'est un peu ça l'illustration. Hein. On peut se tromper à l'échelle des atomes et malgré tout décrire la bonne physique à l'échelle macroscopique. Je pense que la gaussienne est une bonne illustration de ce fait. Donc voilà la règle du jeu finalement. Pour décrire un phénomène physique à notre échelle macroscopique, comme ça ne dépend pas de manière extrêmement précise de ce qui se passe à l'échelle des atomes, mais un peu quand même, tout est dans le un peu quand même, et bien, il faut fabriquer des modèles. Et ces modèles, ils peuvent être très 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 simples, et je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure, au niveau microscopique, à l'échelle des atomes, et pourtant, ils peuvent très très bien reproduire la physique à notre échelle. C'est magique ça a un côté incroyable. On fait un petit peu n'importe quoi, mais pas trop, à l'échelle microscopique, et on retrouve ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. C'est ça la physique statistique. Donc évidemment, il ne faut pas faire trop n'importe quoi. Il faut fabriquer des modèles qui sont assez riches, comme on dit, ou assez intelligents, assez bien cuisinés pour capturer la physique, parce qu'on veut quand même décrire quelque chose. Et en même temps, il faut qu'ils soient assez simples pour qu'on puisse travailler dessus. Donc par exemple, il ne faut pas du tout qu'ils aient des milliards d'atomes, il ne faut pas qu'ils soient très compliqués à l'échelle atomique, il faut qu'ils soient simples pour qu'on puisse analyser par des ordinateurs ou par des calculs mathématiques ce qui se passe dans ces modèles. Alors là encore, Einstein était très doué pour faire des phrases, pas seulement pour faire de la physique, mais aussi pour faire des citations. Et il disait qu'il faut rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus. Parce que si on fait les choses plus simples qu'elles ne le sont, il ne reste rien. Alors l'exemple typique, vraiment le paradigme pour comprendre ce genre d'idée, ce genre de démarche, c'est ce qu'on appelle le modèle d'Ising. Alors, croyez-moi ou pas, mais je vais vous le montrer dans quelques instants, c'est un modèle qui permet de comprendre pourquoi la glace devient de l'eau, en gros, ou peut-être plus précisément, comment l'eau devient de la vapeur. Donc comment on passe de quelque chose qui est condensé à quelque chose qui ne l'est plus, quelque chose qui est sous forme évaporée, gazeuse. D'accord ? Alors c'est un jeu. Donc on oublie les atomes d'eau, on oublie la forme, on oublie H2O, on prend un damier. D'accord ? Un grand damier.
Là, j'ai pris 8 sur 8, mais on peut prendre un damier aussi grand qu'on veut. Et on met des billes dessus. Donc les billes, c'est les billes rouges. D'accord? Donc il y a un certain nombre de billes, j'ai oublié combien j'en ai mis dans ce damier. Il y a peut-être un peu plus qu'une dizaine de billes sur ce damier de 64 cases, sauf erreur. D'accord? Et il y a plein de façons de disposer les billes dessus. Par exemple, là, elles sont assez réparties un peu partout, les billes. Tandis que là, elles sont agglomérées, elles sont agrégées, condensées. D'accord? Mais je peux construire, on appelle une configuration, une disposition donnée des billes sur ce damier, un jeu. D'accord? Donc, si je déplace cette bille-là, je la mets là, j'aurai une configuration différente. Il y a plein de configurations possibles. D'accord? Alors, a priori, voilà, on a un jeu immense de dessins de ce type. Et maintenant, c'est là où entre la physique, on va dire que toutes ces configurations-là, elles n'ont pas la même probabilité. Il y en a certaines qui sont plus égales que d'autres. Il y en a certaines qu'on voit plus souvent que d'autres. D'accord? Certaines qui sont réalisées de manière plus fréquente que d'autres. Et donc il faut se donner une loi, c'est là où intervient la physique, d'apparition d'une configuration donnée. Alors, cette loi-là, elle est écrite là. Alors c'est un petit peu compliqué, mais je vais rentrer un petit peu dans les détails. Prenez une configuration, celle-là par exemple. On va lui attacher un score à cette configuration, c'est un jeu. Hein. Et le score, c'est le nombre de particules célibataires. Donc là, par exemple, elles sont toutes célibataires. Non, celle-là, elle se touche. Celle-là aussi. Celle-là, elle est célibataire. Elle n'a personne autour d'elle. Ces deux-là se touchent. Donc on compte combien il y a de couples. D'accord? Donc il faut faire le travail. On fait un dessin donné et on compte combien de particules isolées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là, non. 7, 8, et ainsi de suite. Donc une configuration, elle peut avoir un certain nombre de particules célibataires. Alors celle-là, vous voyez, il n'y a aucune particule célibataire. Elles se touchent toutes. Elles sont toutes à des cases qui sont à côté. C'est clair pour tout le monde? Les règles du jeu? D'accord? C'est bon. Donc voilà, on dessine toutes les configurations possibles. Enfin, on n'y arrivera pas parce qu'il y en a trop. Mais bon, on suppose qu'on le fait. Et à chaque configuration, on dit le nombre de célibataires vaut tant. D'accord? Et ensuite, on dit que les configurations apparaissent avec une certaine probabilité qui dépend de leur score. Le score, c'est le nombre de particules célibataires. En fait, alors la formule est là, mais je vais l'expliquer, c'est 1/2 à la puissance, le score sur la température. Ce qui veut dire que s'il y a beaucoup de particules célibataires, le score est élevé, il faut multiplier 1/2 beaucoup de fois. 1/2 fois 1/2 fois 1/2 fois 1/2. Donc j'ai un petit nombre. D'accord? S'il y a peu de particules célibataires, le score, s'il n'y a qu'une seule particule célibataire, le score vaut 1 et j'ai juste 1/2. Ça va, c'est clair? Vous n'êtes pas trop perdu? D'accord. Donc finalement, on dit qu'une configuration apparaît. Vous voyez, la fréquence de l'apparition d'une configuration, c'est 1/2 à la puissance le nombre de célibataires. Donc s'il y a beaucoup de célibataires, elle apparaît moins souvent. Puisqu'il faut multiplier 1/2 plein de fois. 1/2 fois 1/2 égale 1/4, fois 1/2 1/8. Donc plus il y a de célibataires, moins la configuration a des chances d'apparaître. Donc par exemple, celle-là, elle apparaît beaucoup moins souvent que celle-là. OK? Donc je dessine toutes les configurations possibles, et certaines vont apparaître plus souvent que d'autres. Mais là, il y a un petit hic, je ne vous ai pas tout raconté. Je divise le score par une température, par la température ambiante. Okay? Si la température est très élevée, finalement le score il compte plus tellement. S'il y a 10 000 degrés et que j'ai un score de 2, de 3, de 5, 2 divisé par 10 000, 3 divisé par 10 000, ça fait un petit nombre à chaque fois. D'accord? Par contre, si la température est basse, dans ce cas-là, le score il va changer beaucoup. Si la température vaut 1 par exemple, j'ai que le score, et là ça fait 1, 2, 3, 4, ça change beaucoup, ou 10. Alors, je ne vous fais bien sûr pas l'analyse mathématique que je serais fort incapable de faire de ce modèle, qui s'appelle le modèle d'Ising. Mais il y a une chose incroyable qui se passe dans ce modèle. Ce damier-là, si on baisse la température, on va voir les particules se rassembler. À un moment donné, si on a une température suffisamment basse, les configurations
avec beaucoup de célibataires, comme elles ont un score élevé et une probabilité très basse, elles vont quasiment plus jamais apparaître. D'accord ? Et on ne verra plus que des configurations très ramassées comme ça. Par contre, à très très haute température, le score ne comptant plus, on verra toutes les configurations possibles, aussi bien celle-là que celle-là. Et bien ça, si vous voulez, alors là pour l'instant ça semble être une métaphore, on a l'impression que ça représente bien de la condensation. On a un gaz qui occupe tout le volume, toutes les cases possibles, et si on baisse la température, la vapeur d'eau se condense et forme une goutte d'eau au milieu du damier. Alors ça a l'air, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça a l'air vraiment complètement téléphoné, enfin, ça semble vraiment tiré par les cheveux. Eh bien non. Ce qui est incroyable, c'est que ce type de modèle, très précisément, permettent de décrire certains types de changements d'état, certaines transformations, notamment en magnétisme, la perte d'aimantation à une certaine température, ce qu'on appelle la température de Curie, ça permet de le décrire très précisément. Et en modifiant un tout petit peu ce modèle-là, on peut précisément comprendre ce qui se passe quand de l'eau devient de la glace ou de l'eau devient de la vapeur. Donc vous voyez, là, on n'est plus du tout en train de décrire des atomes, on est en train de faire un jeu très cru, suffisamment simple pour qu'on puisse faire des calculs informatiques ou mathématiques, et pourtant, si on prend un système très 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 grand, avec beaucoup d'atomes, on va réaliser en réalité, une condensation, une liquéfaction ou une solidification. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est un peu l'idée de la physique statistique. On va continuer. Un autre modèle de base, qui vient un peu de ce qui précède, qui est très lié, c'est de se dire, on est sur un damier, on a un monsieur qui part de la position 0, et il est complètement ivre. Il rentre tard le soir, il a beaucoup bu. Par contre, il est un peu autiste, et il ne veut marcher que sur les rainures du parquet. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il a fait un pas, il oublie complètement d'où il vient, il oublie complètement où il va. Donc son premier pas, il le fait dans la direction est, puis après il va vers le nord, puis après il va vers l'ouest, puis encore une fois vers l'ouest, vers le nord, et puis le pauvre, il est en train comme ça de errer sur le damier. Ben ça, c'est en fait pas autre chose que le mouvement brownien. Ça le représente de manière très précise, pour le coup. Et c'est à l'époque d'Einstein que ça a été compris. Alors ce monsieur, en fait, statistiquement, il va s'éloigner du centre de la place. D'accord ? Mais il va s'en éloigner lentement. Et on peut calculer précisément que s'il fait n pas, il va s'éloigner en racine de n. Ça veut dire que s'il fait 25 pas, en gros, il sera à une distance de 5 pas, 5 mètres, disons, de sa position d'origine. S'il fait 100 pas, il sera près à 10 mètres. S'il fait 10 000 pas, il sera près à 100 mètres. Donc il s'éloigne beaucoup moins vite que s'il marchait en ligne droite, mais il s'éloigne quand même. Alors, ce qui est magique, c'est que donc ce modèle-là est lié au modèle du damier et du modèle d'Ising que je vous ai raconté tout à l'heure. Mais il y a un autre modèle qu'on peut fabriquer, qui a été fabriqué peut-être même ici, je pense, c'est que supposons que ce monsieur, il n'est pas complètement saoul, et il dit, oui, non, mais je ne suis pas en forme et je veux quand même rentrer à la maison. Et donc je marche un peu au hasard, mais je ne repasse pas 2 fois au même endroit. Voilà, je m'interdis. Comme ça, au moins, je suis en train, quelque part d'optimiser. Voilà, je ne sais pas où je vais, je n'ai pas ma boussole, je n'ai aucun sens de l'orientation, mais j'optimise un peu, donc je ne repasse pas 2 fois au même endroit. C'est ce qu'on appelle une marche au hasard évitante, auto-évitante. On ne revient pas au même endroit. Et bien là, il va gonfler un peu, il va s'éloigner un peu plus du centre, et il va, en fait, la distance qu'il parcourt, en 2 dimensions, c'est le nombre de pas à la puissance 3/4. Alors ce qui est joli, c'est que c'est lié au modèle d'Ising. C'est en fait vraiment une transformation. Ce marcheur au hasard qui ne repasse pas au même endroit, c'est une déclinaison, une variante, un avatar de ce modèle de damier. Et la personne qui a compris ça, c'est Pierre-Gilles de Gennes. Dans les années 70, de Gennes a fait énormément de découvertes. Il est évidemment l'une des personnes pour lesquelles le 510 a gagné une réputation mondiale, puisqu'on connaît le bâtiment par son numéro, ce qui est peut-être le seul cas que je connaisse au monde. Il travaillait ici, et il a fait énormément de découvertes, mais l'une de ces découvertes, très chère aux théoriciens en tout cas, c'est ce lien inattendu
entre les polymères, parce que finalement un marcheur au hasard qui ne revient pas, c'est une bonne description des polymères, et ce modèle d'Ising. Alors la magie, c'est qu'effectivement ce modèle-là avait été très étudié pour les gens qui s'intéressent aux aimants et au changement d'état. Les polymères, c'était de la physico-chimie, c'était beaucoup moins étudié, il y avait beaucoup moins d'outils théoriques qui avaient été développés, en montrant que c'était exactement la même chose, dans une certaine limite. Degennes a expliqué que tous les outils théoriques développés dans les années 50 et 60 pour le magnétisme pouvaient être utilisés, généralisés, transportés à la physique des polymères, et ça a fait faire des progrès incroyables à la physique des polymères et à la matière molle dans les années 70. Donc c'est quelque chose d'absolument remarquable. Évidemment, ce genre d'idée sert toujours, mais il faut compliquer, il faut rajouter des détails. Par exemple, des modèles de protéines sont basés sur des variantes de plus en plus compliquées. Il faut habiller les choses, il faut rajouter des détails. Mais ça reste un modèle assez simple, qui a été étudié par Thomas Garel, qui est l'un de mes collègues, qui aussi a travaillé ici, je crois, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Et donc c'est ce type de modèle de polymère, de protéines, qui est une sorte d'avatar encore de ces modèles de base de polymères, permet de comprendre la configuration des protéines. Mais c'est toujours un peu la même idée, d'accord ? Mais de plus en plus compliqué. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste. Est-ce que j'ai encore le temps en quelques minutes, 5 minutes 10 minutes j'ai le temps de parler de choses un peu plus nouvelles. Ce que je vous ai raconté là, c'est pourquoi la glace devient de l'eau, pourquoi les aimants se démagnétisent ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. Il y a une température qui est bien définie. On est à 0 degré, on est à 100 degrés. Mais on sait bien qu'en vrai, dans la vie, dans la nature, les choses ne sont pas à l'équilibre. Vous n'êtes pas à l'équilibre. Je ne le souhaite pas. Je vous souhaite d'être à l'équilibre le plus tard possible. Quelque part, si on survit, c'est que vraiment on n'est pas à l'équilibre. Donc on est sans arrêt en train d'échanger avec notre environnement. Vous voyez, on regarde une fois ce qui s'est passé quand la glace est devenue de l'eau, ou quand l'eau est devenue de la vapeur d'eau. Mais on n'est pas en train de regarder vraiment ce qui se passe dans le processus de changement. On n'est pas en train de regarder un morceau de glace en train de fondre. Tout ce que je vous dis, c'est que si on prend un morceau de glace, on le met à 20 degrés, et que j'attends un bout de temps, à la fin, j'aurai une goutte d'eau, ou une flaque d'eau, ou un verre d'eau. Mais je ne vous dis pas comment le morceau de glace est en train de se désagréger, quel est le processus. D'accord ? Ça va au-delà des lois de la thermodynamique classique, des deux premiers principes, du principe de Carnot et du principe de conservation de l'énergie. En fait, aujourd'hui, il n'y a aucun cadre conceptuel général pour comprendre de manière très générale ces phénomènes, comme on comprend de manière très générale les phénomènes à l'équilibre. Plus précisément, on ne sait pas ce qu'il faut retenir comme observable à notre échelle. Pour comprendre de la glace qu'ils font, est-ce qu'il faut se donner sa forme ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne sait pas ce que deviennent les principes de la thermo. On ne sait pas ce que devient l'entropie. La fameuse formule de Boltzmann qui est gravée sur sa tombe, on ne sait pas la généraliser. Et on ne sait pas non plus ce que devient le mouvement brownien dans des contextes hors d'équilibre où il y aurait des flux de chaleur qui traverseraient la goutte d'eau dans laquelle on plonge le grain de pollen. Donc ça, c'est des questions ouvertes extrêmement importantes. Et ça peut être ouvert même pour c'est important pour des questions même pratiques. Si je prends une barre de fer en contact avec deux réservoirs à des températures différentes ou à des potentiels électriques différents, il y a un courant qui va passer. On sait bien, s'il y a 220 volts là, il y a la terre là, il y a un courant électrique, et ça c'est du fer, il y a un courant du cuivre, il y a du courant électrique qui va passer. Mais on ne connaît pas bien les lois de ce courant. On connaît les lois approximatives, la loi d'Ohm, les électriciens, des tas de règles empiriques, mais on ne connaît pas la physique. On ne sait pas déduire la physique à notre échelle de la physique atomique pour des phénomènes de ce type. On ne sait pas bien le faire. Autre contexte très important, dans nos cellules, en biophysique, il y a sans arrêt des processus où il y a des échanges d'énergie. Techniquement, on se nourrit, on fabrique certaines protéines ou certaines molécules organiques qui sont des réservoirs d'énergie, l'ATP par exemple. En dégradant cet ATP, on a de l'énergie qui est fournie. Et dans nos cellules, il y a un certain travail qui est fait. Il y a la duplication des cellules, il y a des protéines qui sont fabriquées sans arrêt, sans arrêt. C'est le métabolisme en quelque sorte. Et bien, l'énergétique de ces moteurs moléculaires, on ne la comprend pas. On comprend finalement bien mieux l'énergétique des moteurs de locomotive, depuis Carnot. Mais ces moteurs moléculaires qui sont hors d'équilibre, on ne sait pas faire le travail de Carnot pour ces petits moteurs moléculaires-là. Donc aujourd'hui, on voudrait en fait quelque part refaire la thermodynamique,
mais pour des échelles beaucoup plus petites, où il y a sans arrêt des échanges d'énergie, de flux, de matière, et où la physique est dominée par des fluctuations, des vibrations. D'accord ? Et ça, on ne sait pas faire. Alors, dernière idée peut-être un petit peu importante, c'est que la raison pour laquelle on ne sait pas faire, et l'un des points clés, de manière assez étrange, c'est lié au temps. Si vous regardez un métronome qui est bien réglé et qui bat la mesure, et vous le filmez, si vous le filmez à l'envers, vous êtes incapable de dire que le film a été projeté à l'envers. Si vous projetez le film à l'envers. C'est quelque chose qui est parfaitement réversible. D'accord ? Par contre, on sait bien que si on prend un film quelconque et qu'on le reprojette à l'envers, il y a des tas d'événements impossibles et tout le monde est mort de rire au bout de quelques instants. D'accord ? On sait bien que le temps a un certain sens. Et pourtant, pour certains objets très précis, comme les horloges ou les métronomes qui scandent le temps, qui mesurent le temps, eux, par contre, ils sont parfaitement réversibles. Parce qu'on a bien fait attention qu'il n'y ait pas de frottement, qu'il n'y ait pas d'amortissement et que le métronome continue à battre la mesure avec la même amplitude pendant au moins un certain temps, le temps que le ressort, si c'est un métronome mécanique, ou le temps qu'il y ait du courant à la maison. Par contre, si on regarde une balle qui rebondit, on en a parlé tout à l'heure, elle remonte de moins en moins haut. Imaginez que c'est un film. Si je repasse le film à l'envers, une balle quasiment au repos au sol qui se remet à rebondir de plus en plus haut, on sait que c'est impossible. Ça n'arrive pas. D'accord ? Ça, c'est très lié au second principe de la thermodynamique. C'est ce qu'on appelle un processus irréversible. Plus précisément, on ne verra jamais l'être humain remonter l'évolution darwinienne et se transformer en poisson. Enfin, j'espère. Ce qui s'est passé, c'est plutôt dans l'autre sens. Les amphibiens, les mammifères, les singes, nous. D'accord ? Donc le temps a une certaine flèche, un sens d'écoulement. De la même manière, si je prends une boîte, pensez à Ising, hein, toujours les mêmes idées, c'est ça qui sert. Et je mets, alors c'est des boîtes, c'est une boîte de gaz. Et je dispose, donc les atomes bougent, et je dispose les 8 atomes à gauche. Et on imagine que c'est des billes qui sont en train de bouger, c'est des atomes, etc. Ou alors, oui, c'est une bouteille de gaz qui est remplie à moitié, et le gaz se trouve que dans la gauche. Ben, on sait bien que quand le temps va passer, peu à peu, les atomes de gaz vont occuper tout le volume disponible. Même si on prépare le système en mettant du vide à droite et toute la matière gazeuse à gauche, si on laisse le temps s'écouler, la matière gazeuse va occuper tout le volume disponible. Donc le temps s'écoule dans un certain sens. Ben, la dernière idée que je voudrais essayer de vous faire passer, qui vraiment là, on arrive à des choses modernes, qui datent des 2 dernières décennies, en quelque sorte. Je vous ai parlé d'entropie, je vous ai parlé de moteur, de Boltzmann, de configuration sous-jacente, microscopique. Vous voyez, si on a 8 atomes qui sont là, et ces atomes bougent, se cognent, etc., on voit bien qu'ils vont se répartir dans toute la boîte. Mais si on attend suffisamment longtemps, ben, il peut très bien arriver, au bout d'un certain temps, un peu long, mais quand même, qu'un peu par hasard, ils se retrouvent tous à gauche. C'est peu probable, mais c'est possible. Si j'avais que 2 atomes là, partant de la gauche, bon ben en gros, il y en aurait à chaque fois un à droite et un à gauche, mais comme ils se baladent de manière un peu erratique, indépendante, il y a peut-être une chance sur 4 quand même que ces 2 atomes se retrouvent à gauche. D'accord ? Autrement dit, même si le temps semble aller dans une certaine direction, il y a toujours une probabilité, même si elle est infime, extrêmement faible, que l'événement inverse, qui est extrêmement improbable, se produise quand même. D'accord ? Qu'on remonte le temps. Alors évidemment, à notre échelle, ça ne peut pas arriver. Mais pour des objets tout petits, peu nombreux, ce genre de fluctuations improbables, pour utiliser le terme technique, elles peuvent se produire. C'est tout à fait possible. On est tellement habitué à vivre à des grandes échelles qu'on sait bien que si on met une voiture dans une décharge et qu'on met une bombe dedans et qu'on fait exploser la bombe, la voiture va se partir en plein de morceaux et les petits morceaux vont se répartir dans la décharge. Et qu'inversement, il n'y a aucune chance en faisant exploser une bombe dans une décharge publique de refabriquer une voiture. Ça, c'est pas possible. Par contre, si on a quelques objets comme ça, même par hasard, on l'a tous fait, on a des gens comme moi qui ne sont pas doués pour le bricolage, s'il y a juste 2 ou 3 Lego, on est peut-être quand même capable de fabriquer un peu au hasard le petit bonhomme ou le petit Playmobil sans même regarder le plan. D'accord ?
même si on a plus de chances de le démonter que de le remonter. Et donc ce dont les gens se sont rendus compte récemment, relativement, c'est que l'entropie, dont je vous ai donné déjà plusieurs définitions et plusieurs présentations, de manière mathématique, on peut la définir comme le rapport de deux événements, de la probabilité de deux événements. Qu'un événement se produise et que l'événement inverse dans le temps se produise. Par exemple, que l'événement suivant, je fais rebondir la bille, la balle de tennis sur le sol, puis elle fait des sauts comme ça se produit. Ça se produit 9,9999999 fois sur 10. Mais mathématiquement, l'événement inverse où la balle pompe de l'énergie au sol sous forme de chaleur et rebondit de plus en plus haut, même si on ne le verra jamais, et on n'a aucune chance de le voir jamais, mathématiquement, il a quand même une probabilité infime de se produire. Alors pour un événement comme ça, c'est complètement impossible. Encore une fois, pour un événement mettant en jeu des objets plus simples, moins nombreux, on comprend que ça puisse se produire. Donc l'entropie, c'est le rapport entre voir le film dans le bon sens, et que ça se produit vraiment comme ça dans la vie, et que dans la vie se produise l'événement du film projeté à l'envers. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont compris il n'y a pas longtemps. Mais vous voyez, dans ce cas-là, il faut être capable de mesurer et de comprendre des événements très rares. Un événement très rare, vous avez un verre en verre qui tombe sur le sol, qui se casse. Bon, ça arrive. Puis l'événement rare, qui est qu'il y a les débris de verre par terre, ils se rassemblent, ils remontent, et ils forment un verre complet qui se matérialise sur la table. Ça n'arrive pas, malheureusement. Mais il y a une probabilité mathématique qui lui est attachée. Donc il faut être capable de faire la mesure probabiliste, de quantifier, de faire les mathématiques d'événements rares. Et ça, c'est des mathématiques qui ont été développées, donc ce qu'on appelle la théorie des événements rares. Ça a été développé récemment. En fait, c'est développé en ce moment, et c'est ce qu'on appelle les grandes déviations. Grandes déviations, ça veut dire événements extrêmement improbables. Et une des personnes, il y a beaucoup de monde, mais l'un des mathématiciens qui a joué un rôle clé pour développer cette théorie, donc il y a un monsieur qui est toujours actif, c'est monsieur Varadhan, Srinivasa Varadhan, qui est aux États-Unis, qui est à New York, au Courant Institute, qui a à peu près 70 ans, et donc qui dans les années 70-80 a développé des mathématiques qui permettent de comprendre des événements incroyablement rares. Tellement rares que les calculs habituels ne permettent pas de les attraper. Donc il a développé une théorie mathématique des grandes déviations qui permettent vraiment d'exprimer de manière quantitative la probabilité d'événements rares. Ce monsieur a eu l'équivalent du prix Nobel de maths en fait pour ses travaux, ce qu'on appelle le prix Abel. Et ça, les physiciens s'en sont emparés très récemment. C'est des choses qui ont été commencées il y a une quinzaine d'années, mais qui sont toujours développées. Ce monsieur Dzerzhinsky a compris que certains événements, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on imagine impossibles, il est impossible que l'entropie d'un système diminue, il est impossible que la chaleur s'écoule du froid vers le chaud, il est impossible que le courant électrique aille du 0 volt vers le 220 volts, on le sait bien, ça va toujours dans l'autre sens, d'accord ? Et bien malgré tout, en utilisant des événements rares, on peut écrire des formules précises qui permettent de comprendre à quel point ces événements dits impossibles le sont véritablement, et de mettre des formules derrière. Et ces formules-là, elles permettent de comprendre l'entropie sous une forme nouvelle, d'accord ? Et elles permettent de mieux appréhender la physique des phénomènes fluctuants. Donc par exemple, je ne vous donne pas les détails, mais en utilisant une théorie des événements rares, en quelque sorte, Dzerzhinsky et plus tard Galavotti-Cohen ont été capables d'écrire une formule qui permette de comprendre l'énergétique de ces moteurs à l'échelle moléculaire. Parce qu'à l'échelle moléculaire, même si pour une moteur de locomotive ça ne compte pas, mais à l'échelle moléculaire, les événements qui vont dans le mauvais sens par rapport à l'intuition commune jouent un rôle crucial. Donc si on veut comprendre l'énergétique des biomolécules, on est obligé de tenir compte de ces événements rares. Et ce type de formules, très récentes, permettent de faire ce que Carnot a fait un peu pour les moteurs à l'échelle moléculaire, à l'échelle biophysique. Autre modèle qu'on peut étudier, un peu comme le modèle d'Ising, on peut étudier des petits modèles de billes qui sautent et qui bougent pour représenter le courant qui s'écoule d'un réservoir à l'autre. Et là, j'ai mis ça pour vous faire peur, on peut trouver des belles formules. D'accord ? Mais bon, c'est juste pour dire qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits sur ce genre de modèle. Bon, je vais terminer sur un aspect peut-être plus imagé. Je vous ai parlé de système à l'équilibre, du système hors d'équilibre. Mais finalement, ces idées de
de physique statistique peuvent s'appliquer à plein de choses. Par exemple, à la géométrie. Donc là, il y a quelques années, il y avait une exposition au Grand Palais, Monumenta, par cet artiste anglo-indien, Anish Kapoor, qui avait construit une immense sculpture, qui était un bel objet très mathématique, je trouve, dans laquelle on pouvait rentrer, qui s'appelait le Léviathan. Ça, c'est un objet composite, formé de plein d'objets élémentaires. Ça fait penser un peu au damier tout à l'heure, avec les petites billes rouges. Donc on peut représenter des objets à 3 dimensions, des objets compliqués, des objets géométriques, par le même genre d'idée. Par exemple, Deepak Dar, physicien indien lui aussi, a essayé de comprendre les avalanches. D'accord ? Ça, c'est une avalanche. Ça, c'est une sculpture du même Anish Kapoor. Eh bien, il a fabriqué un modèle de damier pour comprendre les avalanches. Une avalanche, c'est un objet très compliqué. Ça met en jeu plein de grains de sable. Un peu le rôle des atomes est tenu par les grains de sable. On ne va pas se mettre à décrire chaque grain de sable individuellement. Donc, il a fabriqué un modèle. Il a dit, on prend un damier, encore une fois, et on dit qu'on pose des billes dessus. Alors, c'est un damier maintenant de dames. Donc, c'est plutôt des palets. D'accord ? Pas des billes, mais plutôt des trucs un peu plats. Et on peut en poser plusieurs maintenant, par case. D'accord ? Pourquoi pas ? Et la règle du jeu, c'est qu'on ne peut pas en poser plus que 4 sur une case de votre damier. Dès que vous en avez posé 4, on dit qu'il y a une avalanche. Et la case perd ses billes, comme dans une avalanche, ou les petits palets, et ils vont se mettre sur les cases d'à côté. D'accord ? Je ne sais pas si je peux faire un petit dessin. On a des cases, on pose les billes dessus, des palets de dames. On en pose un, puis si on en pose un deuxième, un troisième et un quatrième. Donc si j'en ai 4 les uns au-dessus des autres, comme ça, eh ben on dit que c'est trop haut, il y a une avalanche, et les 4 palets vont aller se répartir sur les 4 cases d'à côté. Oui, mais enfin, si cette case-là avait déjà 3 palets, elle va en avoir un quatrième. Donc elle aussi, elle va faire une avalanche. Et ainsi de suite. Et comme ça, on peut fabriquer des vraies avalanches. Si on prend un très grand damier, avec beaucoup de billes, eh ben, c'est assez incroyable, mais on arrive à reproduire des choses qui ont des lois physiques qui ressemblent vraiment à des véritables avalanches. Toujours avec des idées très simples comme ça. Alors on peut aller vers des objets plus compliqués. Comme je vous disais tout à l'heure à propos de la sculpture, on peut décrire par de la physique statistique, en agençant des triangles, des surfaces très compliquées. Les gens qui font de la gravitation quantique, sujet auquel je ne connais rien, utilisent ce genre d'idées. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que même pour décrire les trous noirs, Hawking s'est rendu compte qu'il y avait une notion d'entropie dans les trous noirs. D'accord ? Donc des idées de physique statistique peuvent être effectivement utilisées, et c'est de manière actuelle, c'est vraiment, beaucoup de gens travaillent là-dessus en ce moment, pas dans les domaines des basses énergies, mais plutôt des hautes énergies, pour comprendre l'entropie des trous noirs avec des idées combinatoires de physique statistique, en faisant des modèles nettement plus compliqués, mais toujours dans cet esprit-là. D'accord ? Et notamment comprendre la formule d'Hawking. Donc j'espère que je vous ai convaincu, c'est mon dernier transparent, que cette physique statistique, même si c'est un nom qui semble un peu barbare, elle permet de comprendre de manière un peu globale pas mal de phénomènes physiques différents. Finalement, elle est assez transversale. Elle permet d'écrire les changements d'état, elle permet de comprendre le magnétisme, la suprafluidité, la supraconductivité, avec l'aide de d'autres branches de la physique. Donc c'est une sorte d'outil qui vient se marier avec des outils spécifiques aux branches de la physique que vous étudiez, à la physique des polymères. Ça, De Gennes a été un très grand précurseur dans ce domaine. Mais aussi dans des choses plus modernes. Ce soir, il y a une conférence Cyclope à Saclay. C'est l'un de mes collègues qui fait ça, Marc Barthélémy, qui étudie les réseaux de communication, le trafic routier et les villes par des méthodes de physique statistique. Donc je fais de la pub pour lui. C'est quelqu'un qui parle très bien. Donc il utilise la physique statistique pour comprendre les réseaux et aussi les réseaux de transport électrique, par exemple. Le métro. Pourquoi dans la plupart des villes du monde, les métros ont des formes assez similaires ? Quelles sont les règles communes à l'ensemble des métros des grandes villes de la planète ? Paris, Chicago, New York, Tokyo, Moscou. Il y a des règles communes. Ce n'est pas au hasard. Et ça, c'est vraiment la physique statistique qui permet de le comprendre. Mais de manière peut-être plus étonnante, ces genres d'idées de physique statistique s'appliquent également à la physique des particules, à la théorie des cordes, à la gravitation, et évidemment, comme le ton de l'exposé vous l'a laissé comprendre, il y a une grosse dose de mathématiques cachée derrière, de probabilité, de statistiques. Donc il y a tout un pan de la physique statistique qui en fait est étudié par les mathématiciens. Et là, ici, à Orsay, évidemment, on a parmi
plus grands au laboratoire de maths, on a parmi les plus grands spécialistes au monde de cet aspect mathématique de la physique statistique. Bon, je vous remercie de votre patience, j'ai été trop long. Merci beaucoup.